Donc, c'est dans le livre 3 de la République que Platon, par l'intermédiaire du personnage de Socrate, va se livrer à une critique en règle de l'art en revenant au concept de mimésis. Alors, le texte que nous allons lire est très clairement structuré en deux parties. Une première partie qui concerne l'analyse des différents types de récits dans l'Iliade, et une deuxième partie qui concerne plus spécifiquement la question de l'acteur. Alors, je vais lire ce texte. C'est le statut de l'acteur et sa place dans la cité. Je vais lire ce texte et je vais m'arrêter en fait à la fin de la première partie pour l'analyser et ensuite j'attaquerai la seconde. Donc le dialogue oppose Socrate qui joue le rôle du porte-parole de Platon, on va dire, et Adimante. Adimante qui est un jeune aristocrate athénien venu écouter Socrate. Alors tout le monde lit le texte avec moi, il est page 3, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, Socrate. Et le récit est simple ou imitatif, ou l'un et l'autre à la fois. Tu sais qu'au commencement de l'Iliade, Homère raconte que Chryses pria Agamemnon de lui rendre sa fille, et que celui-ci ayant refusé avec emportement, Chryses supplia Apollon de le venger de ce refus sur l'armée grecque. Tu sais encore que jusqu'à ces vers, il implorait tous les Grecs et surtout les deux Atrides, chefs des peuples. Le poète parle en son nom et ne cherche point à détourner la pensée sur un autre que lui, comme s'il ne parlait pas lui-même. Mais après ce vers, il parle comme s'il était devenu Chryses. Et il s'efforce de nous faire croire que celui qui parle n'est plus Homère, mais le vieillard, prêtre d'Apollon. La plupart des récits de l'Iliade et de l'Odyssée sont de ce genre. Lorsque le poète parle sous le nom d'un autre, ne disons-nous pas qu'il s'efforce de ressembler par le langage à celui qu'il fait parler? Au contraire, si le poète ne se cachait jamais, tout son poème ne serait que récit simple, sans imitation. Comprends donc à présent qu'il est une espèce de récit opposé à celui-là. C'est lorsque le poète, supprimant tout ce qu'il entremêle en son nom au discours de ceux qu'il fait parler, ne laisse que le dialogue. Adimante. Je comprends encore, c'est la forme qui est propre à la tragédie et à la comédie. Justement, dit Socrate, je crois à présent avoir fait comprendre que tu ne pouvais d'abord saisir, savoir que dans la ce que tu ne pouvais d'abord saisir, savoir que dans la poésie et dans toute composition, il y a des récits de trois espèces. Le premier est tout à fait imitatif, et comme tu viens de le dire, il appartient à la tragédie et à la comédie. Le second se fait au nom du poète. Tu le trouveras employé particulièrement dans les dithyrambes. Le troisième est un mélange de l'un et de l'autre. On s'en sert dans l'épopée et dans d'autres espèces de poèmes. Pardon, je suis un peu fatigué. Alors, je m'arrête là et je commente. Ce passage, qui est très célèbre, commence par une distinction technique dont on ne voit pas tout de suite l'intérêt, une distinction entre ce que Platon appelle récit simple et récit imitatif. Récit simple et récit imitatif. Alors, qu'est-ce que le personnage de Socrate entend par récit simple? Qu'est-ce qu'il entend par récit imitatif? Par récit simple, Platon entend le discours indirect. Le discours indirect. Et ce que nous appellerions le récit. Le récit simple, c'est le discours indirect, ce que nous appellerions le récit ou la narration.
le récit imitatif, pour nous, n'est pas un récit. C'est ce qu'on appelle le discours direct. Autrement dit, c'est le dialogue. Ce que Platon appelle discours imitatif, c'est récit imitatif, pardon, c'est le discours direct, c'est le dialogue. Nous n'appelons plus ça un récit. Donc la question est, pourquoi est-ce que la narration est appelée récit simple? Pourquoi la narration est-elle appelée récit simple? Pourquoi le dialogue est-il appelé récit imitatif? Alors, le discours direct. Oui, le discours direct est appelé simple parce que dans la narration, la personne du narrateur, dans la narration, la personne du narrateur est distincte de ses personnages. La personne du narrateur est distincte de ses personnages. Bah, c'est 6 minutes 44 de vidéo. Donc, le narrateur se distingue de ses personnages. Le narrateur n'est donc que lui-même. Et c'est pour ça que Socrate, le personnage de Socrate, affirme que ce récit est simple. Il est simple parce qu'il n'y a pas de confusion entre le narrateur et les personnages. Mais, dans le dialogue, par exemple dans le dialogue épique, dans le dialogue qui intervient dans l'épopée de l'Iliade ou de l'Odyssée, il n'y a pas de distinction, il n'y a plus de distinction entre le poète et ses personnages. Et donc c'est pour cela, dit Platon, que le récit imitatif n'est pas simple. On pourrait même dire qu'il est double. Parce que le narrateur va être à la fois lui-même et son personnage, et ses personnages. Lorsque vous lisez un dialogue, comme je viens de le faire, ben voilà, je suis à la fois Dumont et Socrate. Je suis à la fois Dumont et Adimante. Et lorsqu'un un narrateur, un conteur, un troubadour, un griot, ce que vous voulez, euh, met en scène des personnages et qu'il les incarne directement, il est à la fois lui-même et ses personnages. Et c'est très précisément ce que va comprendre Adimante. Adimante va dire qu'au fond, le discours direct, pour parler comme on parle aujourd'hui, le discours direct dans l'Iliade, en particulier donc les dialogues, c'est l'ancêtre de la comédie et de la tragédie. Et donc, vous allez comprendre en fait l'enjeu de la deuxième partie du texte qui parle du statut de l'acteur dans, dans la cité idéale. Alors simplement une chose,
Socrate va donner une typologie, c'est-à-dire une classification des genres littéraires. Il va dire qu'il y a 3 genres littéraires. Premièrement, le genre où il n'y a que du discours direct. Par exemple, le théâtre, comédie et tragédie. Le discours imitatif, c'est le genre théâtral par excellence. Le deuxième genre littéraire, c'est celui où le poète parle toujours en son nom. Et c'est ce qu'il appelle la dithyrambe, ou les dithyrambes. En gros, c'est la poésie. Et le troisième genre est mixte. Il va y avoir du récit et des dialogues. Et ça, c'est l'épopée. Ou quel autre genre? Plus contemporain, un genre qui va naître. Alors, apparemment, il y en a quelques-uns sous l'Antiquité, mais il va surtout naître à la fin du Moyen Âge. Et le grand siècle de ce genre, c'est le 19e siècle. Un siècle où une œuvre littéraire où il y a à la fois du récit et du dialogue. Ouais. Non, non. Le roman. Le roman. Le film, c'est. Ouais, vous avez pas tort. Il y a de la voix off dans certains films, c'est de la narration. Ok. Mais le restant du temps, c'est du discours direct où les acteurs jouent leur propre rôle. Mais le roman, c'est typiquement, il y a du récit, il y a de la description et il y a des dialogues. Oui. Le premier, c'est le théâtral. C'est quand les, les acteurs imitent directement les personnages. Oui, pour Platon, pour le personnage de Socrate. Mm. On va revenir à cela précisément parce que c'est très important que vous voyiez Socrate comme un personnage dans les dialogues de Platon et pas comme le Socrate. Oui. Il y a un Socrate qui a réellement existé, qui est un personnage historique, et il y a le Socrate tel qu'il apparaît dans les dialogues de Platon. Platon a été l'élève de Socrate. Et Platon a donné une deuxième vie à Socrate dans ses dialogues. Et ça, c'est très important à saisir parce que c'est comme si, et on va expliquer pourquoi, c'est comme si Platon avait donné une deuxième chance à la vie à Socrate dans ses dialogues. On a de bonnes raisons de penser précisément que le Socrate de Platon n'est pas le Socrate historique. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un truc que vous devez saisir quand même. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du recul par rapport au texte. Socrate n'aime pas, enfin, pardon, Platon critique le fait que dans l'Iliade, le poète soit aussi ses personnages, qu'il incarne ses personnages, qu'il imite ses personnages. Platon n'aime pas ça. Platon n'aime pas le dialogue. Or, il écrit des dialogues. C'est bizarre quand même. Socrate condamne l'écriture, Platon écrit. Socrate condamne les dialogues, Platon écrit des dialogues. Socrate condamne les mythes, Platon écrit des mythes. C'est bizarre. Il va falloir essayer de l'expliquer. C'est une énigme qu'il va falloir essayer de débrouiller. Alors, je poursuis la lecture du texte. Adimante. Je vois où tu veux en venir. Tu te demandes si la tragédie, la comédie et l'épopée seront admises ou non dans notre cité idéale. Socrate. Bien vu, et peut-être plus encore. Les facultés humaines, Adimante, me semblent encore plus bornées dans leurs diverses applications, de sorte qu'il est impossible à l'homme de bien imiter plusieurs choses, ou de faire sérieusement les choses qu'il reproduit par imitation. Si les hommes doivent imiter quelque chose, il faut que ce soit les qualités qui leur convient,
de posséder dès l'enfance le courage, la tempérance, la sainteté, la grandeur d'âme et les autres vertus. Mais jamais rien de bas et de honteux, de peur qu'ils ne prennent dans cette imitation quelque chose de la réalité. Oui, bonjour. Eva, Armel, Kian et Camille. Oui, Là, oui, elles sont là. vous pouvez prendre vos affaires et venir avec moi, s'il vous plaît. Toujours de la fin, Qu'est-ce que vous avez encore fait? Elles font que des bêtises. Que des bêtises. Oui, c'est le genre de la maison. Bon, bah, bonnes vacances. Je continuerai à faire cours, alors pas à horaire fixe si vous voulez, mais sur YouTube. Au revoir. Voilà. Donc la suite est sur Netflix. Au revoir. Alors. Oh. Merci. C'est étrange quand même. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je lisais. Qu'est-ce que je disais? J'en étais où à peu près? N'as-tu pas remarqué que l'imitation, lorsqu'on en contracte l'habitude dès la jeunesse, se change en une seconde nature et modifie en nous la langue, l'apparence, le ton, Roméo, le ton et le caractère. Nous n'accepterions pas que ceux Chut. Nous n'accepterions pas que ceux dont nous prétendons être les éducateurs et à qui nous essayons d'apprendre la vertu, difficilement, aillent, tout homme qu'ils sont, imiter une femme, jeune ou vieille, querellant son mari, ou dans son orgueil s'égalant aux dieux, enivré de son bonheur, ou s'abandonnant dans le malheur aux plaintes et aux lamentations. Si jamais un homme, habile dans l'art de prendre divers rôles, et de se prêter à toutes sortes d'imitations venait dans notre cité, et voulait nous faire entendre ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, plein de charme, mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre République, et qu'il ne peut y en avoir. Et nous le congédierions, zoom zoom, après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de fleurs. Alors que dit Socrate dans cette deuxième partie du texte? Socrate s'en prend directement au métier d'acteur. Socrate entend exclure les acteurs de la cité idéale. Autrement dit, idéalement, politiquement, sur le plan politique, les acteurs ne devraient pas exister dans une cité. La question est de comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir, dit Socrate, à la nature humaine et au rôle de l'imitation, au rôle de la mimésis dans l'éducation. La nature humaine est plastique, c'est-à-dire qu'elle peut être modifiée par l'habitude. C'est le fondement même de la psychologie de Platon, mais aussi d'Aristote d'ailleurs. L'habitude contractée finit par devenir comme une deuxième nature, comme une seconde nature. Et en gros, plus on est habitué à être courageux, plus on va devenir courageux. Plus on est habitué à être paresseux, plus on va devenir paresseux, etc., etc. Mais, nous dit le personnage de Socrate, la plasticité de la nature humaine est limitée. À deux titres, on ne peut pas, bien imiter tout, on ne peut pas tout bien imiter.
En gros, je ne pourrai jamais être à la fois professeur de philosophie, pilote de ligne et danseuse étoile. Il va falloir que je fasse des choix parce que ma nature est bornée, mes facultés sont bornées. Et deuxièmement, je ne peux pas, au bout d'un moment, je ne peux pas me défaire de certaines habitudes. L'habitude est tellement profondément ancrée en moi qu'elle finit par me modifier de manière définitive. On peut changer, mais seulement jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, donc, l'habitude se rigidifie. Et c'est pour cela, dit Socrate, qu'on ne doit imiter que ce qui est digne d'être imité, à savoir la vertu, la sainteté, la grandeur d'âme, le courage, la tempérance, etc., etc. Oui, c'est pour cette raison qu'on ne doit imiter que les vertus. Parce qu'on n'a pas, pas de temps à perdre à imiter autre chose, premièrement, et deuxièmement, si on imite autre chose que la vertu, à savoir le vice, alors on va devenir vicieux. Donc, la grande idée de Platon, c'est que la culture est comme une seconde nature. La culture est comme une seconde nature. Au bout d'un certain moment, notre éducation nous transforme, nous change, nous modifie durablement. Alors, pourquoi l'acteur doit-il être banni de la cité idéale? Alors, pour deux raisons, premièrement. Vous le comprenez, pour deux raisons. Premièrement, l'acteur imite à la fois le vice et la vertu, le courage et la lâcheté. Les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce que Platon dit ça? Pourquoi ça lui pose un problème, tout particulièrement, que les acteurs puissent imiter une femme, à votre avis, professionnellement? Est-ce qu'il y a des actrices à Athènes? Non. Il n'y a pas d'actrices. Il n'y a pas d'actrices, il y a des hommes qui jouent des rôles de femmes avec des masques. Et ça va rester vrai pendant très très longtemps, y compris pendant une bonne période de l'Antiquité romaine, y compris pendant une bonne période en Europe, en Occident. Les troupes de théâtre sont des troupes essentiellement masculines. On pense par exemple que toutes les pièces de Shakespeare ont été jouées exclusivement par des hommes, des jeunes hommes, hein. Roméo et Juliette, c'est plutôt Roméo et Jules. Les femmes sont bannies du métier d'acteur, sauf à Rome à partir d'une certaine date, je crois que c'est la fin de la République, donc dans les années moins 70, moins 50, où là, les actrices sont recrutées exclusivement parmi la noble corporation des prostituées. Il y a un interdit, la femme ne doit pas jouer. La question est pourquoi? Et au fond, la condamnation morale du métier d'acteur, telle que Socrate la mène ici, nous donne une raison suffisante. L'acteur n'a pas de caractère propre. Il est insaisissable, parce qu'il joue sans cesse des rôles différents. Donc il n'a le temps de contracter aucune habitude. Il ne peut pas se forger une personnalité, un caractère. Il est protéiforme, il est changeant.
Bon, bah ça, évidemment, il y a un interdit social qui pèse en particulier sur les femmes et qui font qu'on ne va pas vouloir effectivement que une femme puisse jouer différents rôles sur scène. La deuxième raison pour laquelle Socrate souhaite exclure les acteurs de la cité idéale, c'est que pour lui, ils auront, on va dire par métier, le talent de l'illusion. L'acteur est un artiste. Et l'artiste, c'est celui qui sait conformer son œuvre au point de vue du public. On l'avait vu la dernière fois avec la statue de Phidias. Bah, ça, c'est très très dangereux, parce que cela va vouloir dire que vous pouvez manipuler une foule lorsque vous êtes acteur. Et dans une démocratie telle qu'Athènes, l'acteur pourrait très vite arriver au pouvoir par la manipulation. D'où le caractère double, ambivalent de l'acteur qu'on va dégager de la cité, mais après lui avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de fleurs. C'est-à-dire que l'acteur est à la fois moins qu'un homme, parce qu'il n'aura pas de vertu propre, il n'aura pas de caractère propre, et plus qu'un homme, parce qu'il sera un magicien. Quand Socrate dit « c'est un être sacré, merveilleux, plein de charme », le charme, c'est la magie. Être sous le charme de quelqu'un, c'est être sous sa puissance, sous son influence, et ça a trait à la magie. L'acteur est dangereux, repoussant et dangereux. Alors, comme je vous l'ai indiqué avant, il est extraordinairement bizarre, peut-être même inexplicable, à moins de se creuser un petit peu. Il est inexplicable que Platon condamne par la bouche du personnage de Socrate le récit imitatif, autrement dit le dialogue, et qu'il écrive des dialogues. Il n'a fait que des dialogues. Il a passé sa vie à écrire des dialogues. Comment expliquer ce qui semble être un paradoxe? Comment expliquer que Platon ait écrit des dialogues? Comment expliquer que dans les dialogues de Platon, Socrate condamne l'écriture alors que Platon va écrire? Comment expliquer que dans les dialogues de Platon, Socrate condamne les mythes et qu'il en raconte à peu près un par dialogue? Il y a des attitudes contradictoires, ou plutôt il y a une contradiction entre ce que va faire Platon et ce qu'il va faire au personnage de Socrate et les positions que le Socrate historique a tenues. Socrate n'a jamais écrit une ligne. Il ne voulait pas qu'on retranscrive ce qu'il disait. Socrate n'a cessé de condamner la mythologie et la religion d'Athènes. Et il est évidemment contre, non pas le dialogue si vous voulez, mais contre le fait de jouer les dialogues. Platon trahit-il son maître?
en faisant le contraire de ce qu'il a dit. On pourrait le penser. On pourrait penser que Platon trahit son maître. Et s'il le fait, pourquoi le fait-il? Est-ce que quelqu'un ici, bah oui, je pense, est-ce que quelqu'un ici a vu Apocalypse Now? À part Mathéo? Ok. Apocalypse Now, c'est un film de guerre qui a lieu pendant la guerre du Vietnam, qui se déroule pendant la guerre du Vietnam. Euh, L'état-major américain au Vietnam recrute un capitaine des forces spéciales pour assassiner un colonel américain qui est devenu complètement dingue dans la jungle. Ce colonel, qui est joué par Marlon Brando, a décidé que la seule manière de gagner la guerre, c'était de combattre à la manière dont l'ennemi combat, à la manière dont les Viet Minh combattent. Et donc, il va utiliser les tactiques des Viet Minh contre les Viet Minh, c'est-à-dire qu'il va ne mener que des opérations commando extraordinairement violentes, il va massacrer des civils, il va torturer, il va décapiter, il va soumettre ses prisonniers à des supplices atroces. C'est ce qu'on appelle la guérilla. La guérilla, c'est utiliser des moyens non conventionnels pour triompher de ses adversaires. C'est surtout utiliser les tactiques de ses adversaires contre ses adversaires. Mais on peut dire que c'est ce que va faire Platon dans ses dialogues. Platon va utiliser les armes de ses adversaires que sont les sophistes contre les sophistes. Il va utiliser les armes des acteurs contre les acteurs. Pourquoi? Parce que le vrai Socrate, il a eu le malheur de parler franchement aux Athéniens. Et résultat des courses, il a été condamné à mort par Athènes. Il a été contraint au suicide par la démocratie athénienne. Et ça, le jeune Platon ne l'a jamais oublié. Et donc, quand il écrit ces dialogues, c'est pour redonner vie à son maître et d'une certaine manière pour lui donner une deuxième chance de changer le monde. Il va s'agir d'écrire des dialogues pour plaire au peuple. Il va s'agir d'écrire des mythes pour manipuler le peuple. Le problème de Socrate, c'est qu'il était trop honnête. Et ça l'a tué. Donc, le personnage de Socrate, dans les dialogues de Platon, il est rusé, il est retors, il est fourbe, il a de bonnes intentions, faut pas se méprendre, mais il va être beaucoup plus prudent, beaucoup plus rusé que le vrai Socrate, ne l'a probablement été. D'où l'attitude extraordinairement paradoxale de Platon à l'égard de l'art, mais en même temps c'est parfaitement cohérent. Platon déteste ce que la démocratie athénienne est devenue, il hait les sophistes, et pour pouvoir les détruire, il va devoir utiliser les mêmes armes que lui. Les mêmes armes qu'eux, pardon. Alors, une remarque sur la mimésis avant de vous lâcher. Je ne sais plus à quelle heure ça sonne exactement. 50. Bon. Il y a deux écoles sur le rapport entre mimésis et moralité. Vous avez l'école de Platon et l'école d'Aristote. Platon considère
que le spectacle d'actions honteuses vous rend vicieux. Plus vous contemplez d'actions horribles, plus vous allez devenir monstrueux vous-même. Il y a de l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que les gens qui sont soumis au spectacle de la violence deviennent de moins en moins sensibles à ce spectacle et sont donc de plus en plus susceptibles d'infliger des souffrances. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on a appelé pendant la Première Guerre mondiale la brutalisation. À force de voir des cadavres se faire exploser devant vous, enfin des types se faire exploser devant vous et de voir des cadavres éventrés au quotidien, la mort ne vous fait plus rien. C'est comme ça qu'un historien qui s'appelle Pierre Milza explique le fascisme. Il va dire il n'y a pas de fascisme sans Première Guerre mondiale. Les fascistes, c'est des types qui ont tous combattu dans les tranchées, qui sont habitués à la violence, qui d'ailleurs le plus souvent n'étaient pas dans les tranchées, mais plutôt dans le no man's land, dans des opérations commando. Ce sont des tueurs qu'on a habitués à être des tueurs, et c'est le spectacle de la violence qui les a conditionnés à devenir violents après. Et puis vous allez avoir les gens qui vont vous expliquer, à mon avis à juste titre aussi, que y avait de la violence dans la société avant GTA V. Que c'est pas en regardant des films violents que vous devenez nécessairement violent, que le spectacle de la violence, en tout cas, ne rend pas nécessairement violent soi-même. Et ça, c'est l'école d'Aristote. L'école d'Aristote consiste à dire que sous certaines conditions, Aristote ne dit pas qu'il faut s'abreuver d'images violentes pour devenir non violent. Mais sous certaines conditions, le spectacle de l'horreur, qui suscite terreur et pitié, produit ce qu'il appelle la catharsis. C-A-T-H-A-R-S-I-S. La catharsis. Et je finis simplement là-dessus. La catharsis, c'est, on pourrait dire, l'exorcisation de notre violence, la purge de nos passions violentes. Okay. Et donc voir, par exemple, je ne sais pas moi, des documentaires sur la manière dont on abat les animaux de manière industrielle, ça peut nous conduire à considérer avec beaucoup plus d'affection les avocats, les salades, les tomates, etc. etc. Voilà. Donc, on revient là-dessus la semaine prochaine. Normalement, vous aurez votre première vidéo lundi. Ça, c'est sûr.